Au Palais. Serait-il le dernier day d'Alger? Allez savoir. Notre deuxième invité a pour nom Karim Meziani. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'être avec nous, Karim Meziani. Alors, deuxième exposition. Est-ce qu'on serait réellement dans les mêmes approches que la dernière exposition que vous aviez organisée il y a quelques mois de cela? Et dans le texte, justement, vous nous poussez, je le rappelle encore une fois, presque à la contemplation quand vous écrivez. L'art lui-même est une énigme. Comment on arrive à extirper de soi cette beauté du geste, l'extravagance de la flamboyance, de la couleur, comment on arrive à donner vie à cette alchimie et provoquer cette douce et sensuelle créativité reste un mystère. Alors donc justement, le marabout habitera toujours vos univers et vos approches plastiques. Alors, les approches, elles seront plurielles ce soir. Nous allons en parler tout au long de l'émission de ce soir. Merci en tout cas d'avoir fait une halte sur notre plateau, Karim Meziani. Je ne vous le cache pas, j'aurais du mal à présenter nos trois prochains invités. Serait-ce une troupe, serait-ce des éléments, des agitateurs libres et libérés de toute contrainte? Serait-ce un collectif ou une compagnie? Allez savoir. En tout cas, cette grande curiosité culturelle les a poussés donc justement à créer un collectif, je vous le disais à l'instant, qui a pour titre Des mots. L'amour des mots les a fait poser sur ce plateau ce soir. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous notre invité qui n'est autre que Hayat Rahmani. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Vous êtes aussi pluriel que celui qui vous fait face ce soir. Vous êtes journaliste à la chaîne 3. Dois-je présenter la chaîne 3? C'est la radio algérienne d'expression française, une radio de référence. Encore une fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, comment l'idée vous est-elle venue donc justement de faire dialoguer tous les arts en même temps? Bien, vous allez répondre à cette question et à bien d'autres. Comment s'est fait le choix de certains éléments perturbateurs de la scène culturelle? Vous allez entre autres nous le dire et dire par la même occasion bonsoir à un autre collègue qu'on entend tous les soirs sur les ondes de la chaîne 3. Il s'agit de Karim Wali. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'être avec nous, Karim Wali. Merci à vous. Vous aussi, vous êtes habité par le verbe et l'amour des mots. Hein. Tout à fait. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur. Oui. Dans quelle perspective et dans quelles sont vos approches littéraires dans tout ça? En fait, je n'aime pas trop m'enfermer dans un style. C'est en fonction et c'est selon l'état d'âme du moment, quoi. Eh bien, écoutez, nous allons découvrir tout cela tout au long de l'émission de ce soir. Je veux parler de trois éléments, bien justement, ils sont avec nous. Le cinquième élément n'est autre que Karim, que dis-je, Lotfi Sid, bonsoir. Bonsoir. Vous, par contre, c'est plus la musique. Vous avez fait partie d'une formation il y a quelques temps, mais aujourd'hui, vous avez pris votre envol et vous avez intégré le démo. Le démo, pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est une nouvelle expérience. Je voulais donc tenter une nouvelle aventure pour sortir un peu de tout ce qui est chant, musique, donc tenter autre chose. Qui est la littérature, la poésie, les textes engagés. Ben c'est tout ça en maintenant, vous nous avez réellement défini. Exactement. Merci en tout cas d'être avec nous sur ce même plateau. N'oubliez pas, questions-réactions, cultureclub@eantv.dz. Fouzi Hajawi, bonsoir. Rêve et réalité, je le rappelle, c'est paru aux éditions Dar El-Adib. Et j'ai l'impression, impossible pour moi de vous saisir. Vous êtes dans l'écriture, dans plusieurs approches, dans plusieurs univers. On serait aujourd'hui, à travers la première nouvelle sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants, dans une approche philosophique, dans une approche mystique, mais surtout poétique. Effectivement, moi je me considère, bien sûr comme un être humain, comme algérien, et ma propre personne vient en troisième lieu. C'est-à-dire, comme le jeu c'est l'autre, hein. C'est ce que vous dites dans l'ouvrage, à travers, du moins, la première nouvelle. Le jeu, c'est l'autre. Hein. Mais presque dans une approche, cette fois-ci, psychanalytique. Effectivement, parce que j'ai lu Jean-Jacques Rousseau, son fameux livre, Jean-Jacques, juge de Rousseau. Et j'ai été impressionné par le jeu de rôle qu'il se juge soi-même. Donc, c'est par rapport à tout ce que j'ai lu. Et c'est facile. En particulier la philosophie et la mythologie que je retrouve de la première à la dernière page. Effectivement, par rapport à tout ce que j'ai lu dans ma vie. Je consomme des bouquins comme
Vous êtes une éponge. Oui, tout à fait, comme une éponge. J'ai comme l'impression au départ que vous essayez de vous justifier lorsque vous écrivez, une fois de plus, en dehors de tous ceux qui m'ont précédé comme penseur et écrivain, sauf que je ne me considère ni comme l'un ni comme l'autre. Je me permets de mettre en valeur, non pas la nature humaine, mais ma propre nature, qui, devant l'atrocité de notre quotidien, fait opposer la barbarie du supplice, le supplice vis-à-vis du vis-à-vis, en dénonçant ce que nos yeux regardent et ce que notre cœur ressent. La saga du bien et du mal est toujours d'actualité, dites-vous. Oui, ça, tout le monde peut le remarquer parce que en sortant dehors dans la rue, en vivant dans notre famille, chacun il a ses propres problèmes. Comment analyser ou comment approcher certaines situations? Donc, il n'y a pas mieux que c'est avec le sourire, avec philosophie et avec sagesse. Ce sont trois éléments très importants. Il faut être jovial dans la vie. Parce que sinon, c'est les maladies, et essayer d'analyser tout ce qu'on voit. De telle sorte que on ne tombe pas dans le piège de... Il y a beaucoup de pièges en général. Mais on essaye d'analyser et de donner des solutions. Parce que le monde est en essor. Dans tous les domaines. Même la nature humaine, par rapport à nos actions, il faut savoir réagir. Comment ça? Il ne faut pas rester stagné ou enfermé de telle sorte que les problèmes ne se règlent jamais. Alors vous avez mis du temps justement à écrire cet ouvrage. Vous me disiez, il m'a fallu presque parfois une vingtaine d'années. Oui. J'ai commencé à écrire certaines nouvelles, puis après j'ai laissé tomber pour y revenir, etc. On va revenir, si vous permettez, sur votre première approche littéraire quand vous rendez hommage à votre père. Voilà, et c'est un hommage, je le rappelle encore une fois, à votre géniteur. Vous en parlez également dès les premières pages. C'est une longue lettre à l'absent quand vous lui dites, en ce moment même, en écrivant ces lignes, je me retrouve en train de me faufiler entre les arbustes du jardin de ma vie pour tomber face à face avec mon autre moi-même. Je ne sais pas si c'est une volte-face avec mon fantôme, avec mon pire ennemi ou avec un très cher ami que j'ai perdu de vue depuis que j'ai appris à regarder la vie en face. C'est pour ça que je vous parlais de jeu qui est enfin l'autre. Ah, voilà le retour de l'enfant prodige. Depuis le temps qu'on ne s'était pas vu, on s'embrasse, on s'enlace et on évoque le temps qui passe. Je ne fais qu'étreindre mon ombre qui m'a tant manqué. Ceci dit, je jette un coup d'œil derrière mon dos, non pas en me retournant vers mon passé, car c'est un mauvais présage et c'est aussi nocif pour la santé, mais je ne fais que regarder par-dessus l'épaule de cette forme que je serre si fort. Comment dire, le sentiment de l'enfance perdue vous a ramené à cette nouvelle et surtout à dialoguer avec votre père qui était réellement dans le démonstratif, contrairement aux Algériens qui ne disent jamais je t'aime. Vous le lui avez dit à travers cette lettre de plusieurs pages. Oui, effectivement. Bon, ça fait 6 mois qu'il est mort. D'ailleurs, il en a pleuré après avoir lu ce texte. Et d'autant plus que c'est un ancien moujahid, ce qui veut dire il est tellement dur que on avait peur de lui. On avait peur même de rêver de lui. Ce qui veut dire, c'est pour ça, en lisant plus, vous allez découvrir que c'était tout simplement un taiseux. C'est un mélange de respect, de respect, de peur, de crainte et d'amour. Oui, parce qu'à un moment, vous dites, les images me reviennent par cadence, ainsi que des bribes de mon passé où mon père venait me couvrir, moi et mon frère, pendant notre sommeil, et nous souhaitait bonne nuit, sachant que nous sommes endormis. Ou quand il se levait à l'aurore pour faire sa prière, il effectuait son inspection matinale de tous les recoins de notre chaumière, en passant bien sûr par notre chambre pour nous donner notre dose journalière de miel d'abeille pure et faire remonter cette couverture qui s'obstine à couvrir le pied de mon lit au lieu de nos corps engourdis. Le père, vous n'êtes pas réellement arrivé à dialoguer, à lui dire des choses. Vous n'avez pu le faire qu'à travers ses écrits, et en particulier 6 mois après sa disparition. Vous êtes également, vous, dans une forme de silence, mais si à un moment donné, dans votre ouvrage, vous déclamez une poésie et des vers d'une beauté extrême à votre Barbie, qui se trouve être votre fille. Oui, oui. Effectivement, j'ai écrit pour mon père, pour ma fille,
Et pour nous les Algériens également. Hein. Pour nous les Algériens, mais vous tout nous à mettez fait. face à un miroir terrible. Je veux dire, on rit de nous-mêmes. C'est un peu, vos écrits tournent et flirtent entre le tragique et le comique. Parce que j'écris sur tout l'amour qui existe en Algérie. Et son contraire aussi. Et son contraire. Ouais. Et tous les fléaux aussi. Vous dites tout ce baratin n'est qu'un prélude à une idée plus simple qui est celle d'accepter notre destinée comme elle est. Il ne faut pas chercher midi à 14h, il faut apprécier son passé tel qu'il a été vécu, vivre son présent tel qu'il est conçu, comme si c'était le dernier moment, et appréhender le futur à bras ouverts sans essayer de le prédire ou de calculer le risque zéro, parce que le risque zéro n'existe pas. Il n'existe pas. Effectivement, il n'y a pas de parfait. Il n'y a pas de parfait. Donc, il faut essayer toujours de vivre l'instant présent. Carpe diem. Tout en, bon, c'est sûr, on peut toujours penser au passé. On peut toujours essayer de prévoir l'avenir. Pourquoi est-ce que j'ai réellement l'impression que dans votre ouvrage, je le rappelle, Fawzi Hajaoui, Vérité et réalité, je le rappelle, c'est aux éditions d'Al-Hadib, vous êtes un peu dans une forme de désordre des sens et le désordre des idées? Tout simplement, c'est parce que c'est moi. En restant dans ma chambre ou sur mon bureau, j'essaie de me poser des questions, j'essaie de trouver des réponses. Il y a une forme de dualité en vous, hein, la dualité du cœur et de l'esprit. Oui, parce que tout en sachant que le perfectionnisme, on ne peut pas être parfait, mais on essaie toujours de l'atteindre. C'est ça. Et en essayant de l'atteindre, on essaie donc d'améliorer les choses, de se poser la bonne question. Comment y parvenir? C'est pour ça que vous nous parlez des mots en apesanteur. Des mots, nous en parlerons dans quelques instants. Enfin, si on vous a réunis ici, ça n'est pas réellement par hasard. Quand vous nous parlez de cette hantise, parce qu'elle revient très souvent, de la page blanche. De la page blanche, oui. Ouais, voilà. Vous dites, je voudrais user de ma voix, non pas pour chanter, ni même pour aller voter, mais pour crier ma désillusion et mon désarroi de la page blanche. Je voudrais happer au vol tous les termes qui me viennent à l'esprit pour les avaler d'un trait à rasade cadencée, puis les distiller dans mon cerveau fatigué et les déballer enfin sur cette satanée page blanche pour qu'elle noircisse. Et vous y êtes arrivé. Oui, mais il y a toujours des moments où j'entends des mots dans ma tête, mais j'arrive pas à les saisir. J'essaie d'écrire et après, j'ai plusieurs textes inachevés à la maison, donc qui rentrent dans le cadre de la page blanche. Oui, j'arrive pas à continuer l'histoire. Mais même mes amis m'ont dit qu'il y avait un goût d'inachevé dans mon livre. Parce que vous dites... Je leur ai dit effectivement, parce que par ce goût d'inachevé, je vais pousser le lecteur à faire travailler ses neurones. Je vous rassure, on est en totale empathie avec vos textes. Hein. Je vous l'assure. Hein. Je l'ai lu d'un trait au bout d'une heure et demie. En particulier, ce vertige quand vous écrivez. J'ai l'impression que ma tête est semblable à une autoroute à double sens. Le flux des véhicules incessants qui font des éternels allers-retours. Il n'y a pas d'heure de grande affluence. C'est tout le temps la folie et toujours et encore la folie des mots. Oui, bon... J'essaye de jouer avec le verbe, tout en prenant des images réelles et je les associe. C'est une façon de prendre les choses. Parce qu'on cherche toujours l'originalité. Chacun, à mon avis, hein, il cherche à être original. Et cette originalité, vous l'avez, moi je vous assure, rarement sont les fois où j'ai approché des auteurs aussi tourmentés, aussi blessés, mais habités également par l'espoir. Même si vous écrivez, les mots donc naissent et meurent autant que les idées. Il se trouve qu'il en résulte aussi des cicatrices et des blessures qui laissent leur empreinte indélébile dans mon cerveau meurtri. Là vous parlez, vous revenez souvent vers ces belles narrations. Et c'est tout ça hein, dans votre ouvrage. Je ne perds jamais l'espoir d'être aux anges. Ah oui, mais
Mais le questionnement et le doute vous, comment dire, vous tourmentent. C'est ce que j'ai compris à travers la lecture de votre ouvrage, Rêve et réalité, Fawzi Hadjaoui. Oui, oui. Mais chacun de nous, il fait des rêves. Il essaye de voir l'avenir par rapport à lui, avec ses yeux, avec ses propres conceptions de la vie. Comment je dois aborder le futur, tout en voyant le passé et en vivant le présent. Donc, là, vous nous tenez un discours plus philosophique que jamais. Oui, oui, oui. Moi, notre rapport au temps. Je ne vois pas que c'est aussi philosophique que ça, parce que chacun de nous le pense à la maison, chez lui ou dans son bureau. Notre rapport au temps, notre rapport à la vie, notre rapport à la mort. Parce qu'il y a d'autres passages où je vais dire que, en me baladant dans la rue, je vais voir ce regard des gens. Ce regard qui, des fois, l'un il a peur, l'autre il détourne les yeux. Chacun il a sa propre façon d'approcher l'autre. D'approcher l'autre. Ouais. Mais il y a toujours une crainte. Ce mur qu'on n'arrive pas à briser. Vous êtes un être tourmenté, mais habité par l'humour. Un humour grinçant, ça je tiens à le dire. Et combien de fois je n'ai pas arrêté de rire à la lecture, contrairement à ce qu'on pourrait croire, du moins depuis le début de l'émission. On parlait de tourmentes, de blessures, de fêlures, de doutes, etc. Mais il y a énormément d'humour dans votre ouvrage, surtout à un moment donné où vous avez essayé de jouer, j'allais pratiquement dire, à l'Homère des temps modernes, voire à Ulysse qui est en quête de sa Pénélope. Quand justement vous sortez ou vous écrivez, en sortant un soir d'été pour me promener, je pris avec moi mon moulinet ainsi que tout ce dont j'avais besoin pour passer une nuit blanche. Sur conseil d'un ami proche, je suis donc allé pêcher sur la plage. Et à un moment donné, un peu plus loin, parce qu'on me raconte pas tout pour donner envie à ceux qui nous regardent d'aller pousser la porte de leur libraire pour acheter votre ouvrage, vous écrivez une chose alors attira mon attention. Toutes ces histoires n'avaient pas de fin. Elles étaient toutes inachevées. Ces poissons si fragiles et timides espéraient rencontrer leur sauveur qui daignerait mettre une fin pour chacune de leur histoire. Ils avaient la foi d'un gentil pêcheur ou un bon chef cuisinier au cœur tendre ferait l'affaire. Enfin, selon leur dire, ce serait mieux que d'être engloutis par les plus gros poissons qui, à leur tour, feront le bonheur des usines à conserve. Oui, dans la même... il y a beaucoup de gens qui me disent que vous nous donnez un flot d'informations. Effectivement, je fais une mixture entre la vie sociale, la vie politique et ma vie personnelle. Tout ça dans un même verre. Ah, tout à fait. Vous dites, le monde des abysses nous paraît à nous tous, les humains, comme un milieu cruel et obscur, avec tous mes respects, non et 1000 fois non. Au contraire, c'est nous qui le sommes. Ni on vit notre vie, ni on laisse vivre les leurs. On ne les laisse pas terminer la saga qu'ils ont entamée. Vous parlez bien sûr des poissons. Hein. Oh oui. On les soustrait de leur milieu naturel pour les emmener vers une destination inconnue, du moins inconnue par eux. Pour nous, on sait bien, que c'est soit le four, soit la poêle. Hein. C'est tout simplement ça. Et il est 5 h du matin, je dois effectivement rentrer chez moi pour un nouveau jour, pour une nouvelle histoire. Et après, vous nous entraînez dans d'autres univers, à la rencontre d'autres situations tout aussi croustillantes et souvent, encore une fois, absurdes. Oui, c'est comme ça que travaille mon esprit. J'essaie toujours de prendre les problèmes d'un temps railleur. Et j'essaie de m'amuser avec mes propres problèmes, tout simplement, pour les étaler sur le papier. Et toujours, encore une fois, des questions. C'est une thématique récurrente dans ce témoignage, dans vos récits, Fawzi Hadjaoui. Oui, parce que si vous prenez n'importe quel être humain ou algérien, vous lui dites, est-ce que vous vous posez des questions à la maison? Il va vous dire oui. Pourquoi? Est-ce que cette femme m'aime? Je ne sais pas.
personne n'est assez sûr de la situation qu'il vit. Mais à un moment donné, vous posez même la question. Vous dites, est-ce que je suis un génie ou un aliéné? Enfin, dans d'une de vos nouvelles, hein, on revient. Encore des questions interminables, questions. À force d'avoir peur de mon autre moi-même, je me sens seul, nageant dans mes craintes les plus profondes. J'ai beau être un nageur hors pair, je coule comme un plomb ou comme une ancre qu'on jette à tribord pour empêcher le bateau d'aller à la dérive, afin de m'accrocher au fin fond des abîmes, ou selon le cas, harponner les algues marines et ne pas s'arrêter dans cette intempérie d'idées dévastatrices. Dévastatrice. Effectivement, parce que c'est une torture de se poser un peu trop de questions. Certes, en tant que personne, je conçois que c'est très difficile de se poser trop de questions, d'être calculateur, de vouloir se perfectionner dans un monde qui n'est pas parfait. Voilà la problématique. Il y a plusieurs problématiques. Oui. On prend... Juste, D'ailleurs, comme anecdote, une fois, on a fait... une lecture un écrit à l'école. Le prof, il me dit, bon, vous avez un 6 parce que vous êtes sorti hors sujet. Je lui ai dit, non, monsieur, vous trompez. Peut-être que j'étais hors sujet pour vous, mais pour moi, de fil en aiguille, je me retrouve devant la porte. Ce n'est pas par hasard, mais parce que tout est relié pour moi. Le principe de causalité, il existe là-dedans. Ah, il m'a dit, alors voilà, donc vous avez fausse route, normalement, vous avez raté votre vocation. Vous auriez dû être avocat ou quelque chose comme ça. Mais heureusement, vous êtes auteur. Le quotidien pour vous est une forme, du moins pour le personnage que nous rencontrons dans votre ouvrage, je le rappelle encore une fois, Rêve et réalité, et le quotidien pour lui est une forme d'aliénation. Oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ce que je vois dehors, j'en ai la nausée. Parce que je vois des gens qui s'insultent, des gens qui... Il y a beaucoup de fléaux que mon cœur ne peut pas les accepter comme ça. Ni mon cœur, ni mon esprit. La lecture vous permet réellement de vous abstraire de ce monde de plus en plus violent et de vous envoler quand vous écrivez. Hein. Il ne s'agit donc pas d'aventures de Gulliver, ni des conquêtes d'Ulysse, roi d'Ithaque. Ce n'est pas aussi des traversées de l'illustre navigateur espagnol Christophe Colomb, ni celle de son acolyte, le fameux portugais Vasco de Gama, ni même de l'aventurier vénitien Marco Polo. Il est question ici de l'évasion spontanée de l'esprit, comme celle du génie de Jules Verne, qui a imaginé sans aucun déplacement physique toutes ses œuvres, entre autres le Tour du monde en 80 jours, le voyage autour de la Lune et 20 000 lieues sous les mers. En tant qu'amoureux de la lecture et des voyages, je ne cesse de m'envoler à tout vent, d'errer dans les cieux vers des destinations inconnues, de rencontrer des gens sans visage et de me retrouver dans des situations indescriptibles et inextricables. Dois-je arrêter de me poser des questions sur l'existentialisme ou aller de l'avant, faire d'autres découvertes ou m'apitoyer sur le sort de l'humanité? Grand point d'interrogation. Effectivement, j'ai fait ici, après l'idée principale, je me suis dit, effectivement, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent rien de tout ça. Ils n'ont pas lu ce qu'on a lu. Pourquoi ne pas essayer d'inclure tous ces beaux livres, tous ces écrivains, ces penseurs? Pourquoi ne pas les inclure dans... C'est ce que j'ai fait. Donc, pour pousser ces jeunes à Vasco de Gama. Qui c'est Vasco de Gama? Alors que c'est facile actuellement. Tout à fait. Avec les nouvelles technologies. Vasco de Gama. Je ne sais pas moi, Arthur Martin. Ils n'ont qu'à entrer le nom et ils ont toute l'histoire. Ils ont Google. Mais non, c'est Google, je parle de Google. Donc, ils n'en font rien. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'inclure tous ces auteurs, et c'est pour philosophie, mythologie,
surréalisme, tout ça, Ah oui. et poésie bien sûr, Et poésie. est renfermé dans cet ouvrage, je le rappelle encore une fois, de notre premier invité, Fouzi Hajaoui, ça s'appelle Rêve et réalité aux éditions Dar al-Adib. Mais n'oublions pas de rendre hommage au père que vous êtes, hein, vis-à-vis de sa progéniture, quand vous écrivez, quand vous parlez à votre fille, encore une fois, une longue lettre d'amour à travers des vers, et vous lui dites « Mienne, tu as été avant même ta naissance, mienne, tu resteras, même quand je ne serai plus là, tu es ma fierté, ma symphonie, tu es ma Barbie. » En y repensant, je ne saurais dire comment un ogre comme moi, terni par les aléas de la vie, pouvait engendrer un ange comme toi, un être de lumière qui éclaire ma vie entière. En te voyant pour la première fois, j'ai cru que mon chemin s'arrêtait là, ou plutôt, oui, ma vie s'est bien arrêtée le jour où tu es né. Alors, si vous aimez la poésie, si vous aimez la mythologie, si vous aimez la philosophie, poussez la porte de votre libraire. Il doit certainement avoir l'ouvrage de Fouzi Hajaoui, ça s'appelle Rêve et réalité, je le rappelle, aux éditions Dar al-Adib. Merci d'avoir fait une halte sur notre plateau, hein, Fouzi Hajaoui. Tout le plaisir est moi, monsieur Karim. Partagez. N'oubliez pas, question-réaction, cultureclub@entv.dz. Et cette fois-ci, nous allons aborder une autre version de la culture, du moins de ce soir, à travers l'exposition qui a eu lieu récemment au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, qui a pour titre, donc encore une fois, Pigments au Palais. Bonsoir Karim Meziadi. Bonsoir mon cher Karim. Alors, vous aussi, J'étais absorbé par les mots du monsieur parce que je trouvais que c'était ce qu'il disait, c'est des propos d'une réalité absolue, parce que ce qui se passe. Et à la fois, il y a côté mystique, j'ai l'impression que ce qu'il dit, c'est presque à la fois sociologique, c'est à la fois philosophique, comme vous dites, et surtout, il y a une réalité de l'écrit. Ce qu'il dit, ce sont des mots... C'est un témoin de son temps. Témoin de son temps, mais surtout, quand il disait du père et tout ça, nous, on a vécu, notre génération, de ma génération, on a vécu du père qu'on le craint. Ouais. Parce que le père, c'était au-dessus. Ma mère me dit, ne parle pas de ton père. Aujourd'hui, les pères, ils ont changé. Donc c'est pour ça que je disais que son livre, c'est un témoignage d'une époque. Exactement, on parlait donc justement de questionnement et d'univers mystique. Vous êtes dans ça depuis de longues années et à un moment donné, vous m'avez dit, ne me posez surtout pas la question à savoir comment est-ce que j'approche l'art plastique. Moi, je suis habité par un esprit qui me conduit vers la toile. Oui, parce que je ne sais pas si je fais de la peinture, je ne sais pas si je fais de l'art. Ce que je fais, c'est quelque chose qui est spontané, quand on dit spontané, c'est une manière de vivre comme ça. Je vis à l'atelier, je fais des choses à l'atelier, mais je ne pense jamais par rapport à ce que c'est de l'art, de la créativité, ou c'est simplement un concept de vivre. Moi, c'est mon mode de vie. Vous êtes dans les dialogues intérieurs. Oui, bien sûr, parce que quand on travaille, il n'y a que le peintre, l'écrivain, qui est tout seul, lui-même, dans son atelier, dans son espace, qui vit avec lui-même. Il ne vit pas pour les autres. L'acte de création est solitaire, vous savez aussi. Exactement. Tous les grands vous le disent. Simplement, on fait des choses qu'on les ressent parce qu'on est individuellement avec soi-même. On n'a pas besoin des autres. On a besoin d'une force intérieure et de se stabiliser, de donner une énergie nouvelle pour créer des choses. Dans les expos, c'est là où on se confronte aux autres. Mais à l'atelier, on est dans un monde qui est presque obscur et à la fois obscur visuellement, mais lumineux intérieurement. Oui, vous dites créer. Quel terme magique. Je le dédie à cette divinité intérieure. Yeah. C'est la raison pour laquelle je vous parlais de ces dialogues intérieurs. Oui, parce qu'on parle tout seul parfois. À l'atelier, on parle tout seul. Il faut... Vous êtes dans une réflexion plus mystique, spirituelle qu'elle est. Oui, bien sûr, parce que entre l'esprit qui dit des choses et la créativité qui dit autre chose, on est en train de faire un dialogue, une confrontation. Moi, je pense qu'on fait ce que je disais tout le temps. Vous aimez ce terme de confrontation, oui, qui n'est pas sinon synonyme de violence. Oui, ce que je dis, l'atelier, c'est tombeau des mi-doutes, hein, parce que c'est un tombeau, l'atelier. C'est là où tu vis, c'est là où tu... Mais quand on veut sortir... Le tombeau dans lequel vous vous êtes enfermé à travers... c'est la créativité qui vous enferme. Quand vous sortez de l'atelier, vous n'êtes plus au tombeau, mais à l'atelier, vous êtes dans un tombeau. Donc, en forme de mausolée peut-être, hein. Oui, après ce mausolée qui vous caractérise. Parce qu'on devient une méditation. Ouais. Ça devient quelque chose de spirituel. Et donc aujourd'hui, je pense, mon avis, qu'un artiste fait un travail qu'il n'y a que lui qui le ressent. Il est susceptible, il est allergique aux propos déplacés, il est d'une lucidité incroyable, mais sa créativité et son travail, ça lui donne une force qu'il n'y a qu'à lui-même. C'est lui qui le fait, et pas les autres.
Vous me dites là, on est dans le religieux, car ce terme me fascine. J'offre ce que je reçois, parce que je ne sais pas d'où ça vient, ni par où c'est venu, ni pourquoi. C'est quelque chose d'inexplicable, parce que chez l'artiste, la sensibilité est plus forte que l'émotion, parce que sa sensibilité est durable, tandis que son émotion est éphémère. Et oui, exactement. Parce que tout est éphémère. La gloire est éphémère. Les expos sont éphémères. L'argent, c'est éphémère. La réalité de la vie... On est tous appelés à la finitude. Oui, mais tout est éphémère. Il y a le nom qui reste et encore. Moi, je vis et je dis à chaque fois à l'atelier, ce que je fais, je le fais, mais je ne suis plus de ce monde-là, je ne sais pas ce que ça devient. Donc, sur le moment, on est émotion, on est touché, on est flatté, mais tout est éphémère. La vie est éphémère. Parce que la conception de la vie, en tant que créateur, quand on fait de l'art, on fait des choses pas pour plus tard, on le fait parce qu'on a envie de ressentir, de le faire maintenant. On ne calcule pas. Est-ce que vous aussi, comme notre premier invité, êtes dans plusieurs approches? On parlait d'approches spirituelles, pour ne pas dire religieuses, mais également philosophiques. À un moment donné, vous dites... Pas religieuse, je suis spirituel. Spirituelle. À un moment, vous dites, c'est dans ce silence extérieur et dans ce vacarme intérieur que va naître mon œuvre d'art. Oui, c'est parce que une fois que vous le faites, c'est que vous accouchez, quoi. C'est comme une femme. Vous accouchez, vous donnez naissance. Vous donnez naissance à quelque chose qui est en vous. Moi, l'expo du Palais de la Culture, pendant 3 mois, je l'ai préparé chaque jour. Chaque jour pendant 3 mois. Et la finalité, c'est que quand j'ai accroché l'expo, j'étais fasciné de voir ça, mais c'est fini. Le lendemain, il n'y a plus rien. Je passe à autre chose. Donc, c'est-à-dire qu'on donne quelque chose de soi, d'effort, de nuits entières. On ne parle même pas des problèmes financiers, tout ça. Mais une fois que c'est exposé, c'est fait. C'est pour les autres. Ça ne vous appartient plus. Puis jamais. Jamais. Les œuvres ne nous appartiennent jamais. Ça ne vous dérange pas du tout, le fait qu'on vous dise on ne comprend pas votre peinture? Ah ben, ça ne me dérange pas, mais alors, quelque part, même limite... C'est peut-être plutôt flatteur. Vous ne comprenez pas, tant que tu ne comprends pas, il faut venir comprendre. Parce que si on comprend, il n'y a plus rien à dire. C'est dans l'incompréhension qu'on devient comprendre les choses. Une œuvre d'art doit être dans... Les artistes d'avant, du 18e, 19e, 20e, Picasso ne l'a jamais compris. On l'a compris, mais Van Gogh ne l'a jamais compris. Il faut qu'on raconte n'importe quoi. L'impression, on n'a jamais compris. Là, on n'a jamais été compris par quiconque, que ce soit l'écriture, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture. Rodin n'a jamais été... Mais simplement, il y a des moments où les personnes qui ont la sensibilité, cette intention vers vous, ce côté visuel, ils ressentent votre travail, ils disent j'ai compris ce que vous faites parce que ça me touche, vous me parlez. Dans vos univers, on vous parle très souvent d'approche spirituelle, mais rarement de rapport charnel. Et pourtant, il y est. Bien sûr, parce que vous donnez de votre corps, de votre âme, vous donnez un amour profond, vous aimez votre œuvre. C'est-à-dire que ça devient charnel parce que vous aimez comme votre femme, comme votre compagne, comme... Non, vous nous le déclarez, vous dites « J'aime la matière parce qu'elle est charnelle, j'aime la couleur, elle est la vie, j'aime mes sujets, ils sont mes compagnons fidèles, j'aime les pigments, c'est ma terre nourricière, j'aime la feuille d'or, elle est mon espace sacré, j'aime le bleu, c'est mon lieu de naissance. » À la bonne heure. Vous avez tout résumé. Voilà, c'est tout. Rien à dire. L'expo maintenant. Hein. Voilà, l'exposition justement, nous allons vous y emmener à travers un sujet qui dure 4 minutes et 35 secondes, qui a été bien sûr réalisé par notre ami et collègue de Bonjour d'Algérie de la rubrique Mosaïque, Nassiba Jaïdir. Vous voulez un voyage introspectif? Allez-y, on vous y emmène, regardez. Le pigment au palais, c'est le titre générique de cette exposition. Une exposition signée par l'artiste peintre Karim Meziani. La galerie d'art Beya abrite plus d'une 60aine de ses œuvres d'art. Des œuvres d'art qui nous invitent à voyager dans son univers. Ce plasticien, qui vit et travaille à Nice, aime les pigments car c'est sa terre nourricière. J'utilise que le pigment pur, parfois le pigment synthétique, et toutes mes toiles, ou tous mes papiers, toutes mes sculptures sont à base de pigment. Le pigment, c'est une couleur que vous trouvez derrière moi, de couleur de matière, quelque chose de très, très raffiné et très, très dense. C'est quelque chose de velouté, c'est quelque chose qui absorbe le regard, et c'est quelque chose qui donne au regard et à l'émotion quelque chose de très très fort. C'est pas quelque chose de mat ou de brillant, c'est quelque chose de neutre. La couleur bleue fait partie de son univers. Un univers mystique avec comme symbole Al-Qubba ou le mausolée. Un symbole omniprésent dans son œuvre d'art. Et dans les cheminements de son âme,
des souvenirs en mémoire s'étalent et s'enracinent. Avec une sensibilité toujours en éveil, il avance et explore en développant son expression artistique. La feuille d'or, il l'utilise à profusion et il la définit en tant que monochrome du sacré. Je travaille avec mes mains, mes toiles ou mes papiers sont posés au sol et pour faire c'est un mystère que j'arrive à faire une perspective tout en ayant des toiles par terre, mais tout est fait d'une manière, je travaille sans motif, je n'ai pas de motif, j'ai des idées, c'est une continuité, ça fait 30 ans, 35 ans que je travaille ça. Donc pour moi c'est tous les jours et c'est un travail quotidien. Donc à force, tous les jours j'apprends. La feuille d'or c'est quelque chose de sacré aussi, c'est quelque chose d'inaltérable. Et depuis la nuit des temps, l'or c'est le seul matériau qu'on utilise qui valorise le regard, l'esprit, l'âme. Et dans toutes les religions, dans toutes les foi, dans toutes les méditations, l'or ça apaise et à la fin ça donne une forme de richesse. Sur les cimaises de la galerie, des œuvres qui nous dévoilent son talent d'artiste. Voilà près de 30 ans que Meziani se consacre à sa passion. C'est avec force et émotion qu'il aménage son espace plastique. Un espace plastique au travers duquel il extériorise ses sentiments et états d'âme. En utilisant les pigments naturels, ce plasticien pousse aussi loin que possible son moyen d'expression. C'est un bonheur total d'être là, parce que je fais partie de l'école de Nice, mais ce mot-là ne m'intéresse pas d'être catholique comme ça. Et après, tout doucement, c'était le peintre d'origine algérienne. Après, il est sorti d'origine algérienne, après, il est devenu Karim Meziani, le bleu de Karim Meziani. Un artiste doit faire ça, trouver son style, son allure, et tout doucement, c'est son œuvre qui doit être plus importante que son nom. Dans cette exposition, Karim Meziani nous offre en partage sa passion. Ses œuvres d'art invitent à la réflexion sur l'existence et à la méditation. Dans son élan créateur, un voyage dans le temps et dans l'imaginaire. On redescend sur Terre, sur le plateau de Culture Club. Encore une fois, merci de nous retrouver, de nous être fidèles comme chaque dimanche soir. Vous disiez Karim Meziani, ce qui me fascine dans la peinture, c'est qu'elle voyage, elle séduit surtout, elle l'accompagne. Justement, toujours dans le cadre de ces voyages, parce que vous êtes un nomade, un grand nomade devant l'éternel, cette même exposition va aller à partir de cette semaine au musée d'art moderne et contemporain d'Oran, le MAMO, à partir, je le rappelle, du 23 et ce jusqu'au 6 avril prochain. Exactement. C'est un bonheur total aussi. Hein. Moi, je suis content. Je suis content d'exposer parce que je suis content de rencontrer, je suis content d'être en Algérie. Et surtout, je suis content d'avoir une visibilité différente. Ça fait 30-40 ans, comme je disais, je suis en France, à Nice. Mais être là, c'est une richesse énorme parce qu'il y a la langue, il y a le regard. Puis j'aime bien, je sais pas. Confronter votre expérience et vos univers au regard de l'autre. Hein. Exactement, j'adore. Moi, les gens qui sont venus, ils ont mon travail. J'ai reçu une école aussi, c'était génial. C'était un témoignage. Je me rappelle quand j'étais petit, je voyais des œuvres d'art. Ça m'a frappé, mais avec l'âge, on comprend. Mais ça s'appelle Pigments au Palais. Pigments au Palais et après Pigments à Oran. Voilà. Au musée d'Oran. Voilà. Toujours faut-il rappeler votre bel ouvrage, Karim Meziani, Le nomade du pigment. C'est aux éditions Color 7. Color 7, très bel ouvrage. Pour être dans cette continuité de vos univers, de découvrir vos univers. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette fois-ci, nous allons dire bonsoir à nos 3 derniers invités. Je ne sais pas comment les présenter. C'est ce que je vous avais dit justement en début d'émission. Est-ce que c'est une troupe, est-ce une compagnie, est-ce un collectif? Allez savoir. En tout cas, il s'appelle Demo. Eh bien, nous allons dire bonsoir à notre ami Hayat Rahmani. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Dois-je rappeler que vous êtes journaliste, mais une grande curieuse des questions culturelles, une véritable agitatrice. Qu'est-ce qui a provoqué, donc justement d'abord, comment définir ce mot démo et pour quelle raison? Parce qu'on reste dans les mots et les mots, un jeu de mots par rapport peut-être également à cette longue expérience de la radio. Je dirais que démo, c'est un peu entre rêve et réalité et des pigments au palais parce que c'est vraiment très inspirant. C'est un peu notre credo, c'est d'allier les belles lettres. On s'enivre de mots, de vers, de prose, d'auteurs. Il rassemble toutes les expressions artistiques. Absolument, Karim.
on propose nos coups de cœur littéraires d'auteurs qui nous bouleversent, qui nous nourrissent. Vous le disiez, des agitateurs de la pensée, des chaudrons à idées, des auteurs qui nous prennent comme ça par la main. Des agitateurs et des perturbateurs aussi. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est ce que nous réunissons tous les dimanches soirs sur ce même plateau. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a donné naissance donc justement à Demo? C'est peut-être comment dire, c'est ce vide culturel qui parfois nous pousse justement à vouloir approcher la culture autrement. Absolument, car vous savez, dans le cadre de mes activités journalistiques à la radio, je fais partie de la rubrique culturelle, donc je suis amenée à rencontrer beaucoup d'artistes, à couvrir pas mal d'événements culturels tout au long de l'année, et je découvre qu'excepté le Salon international du livre d'Alger, les amoureux des belles lettres, les gens qui aiment le livre, qui lisent, qui viennent, qui se déplacent des 48 wilayas, qui viennent à la SAFEX pour rencontrer leurs auteurs, pourquoi pas lire et rencontrer d'autres lecteurs, n'ont pas d'autres espaces tout au long de l'année. Et je me suis dit, pourquoi pas penser à une expression artistique, rassembler des passionnés, des fous, ceux qui aiment, ceux qui n'ont pas vraiment cette timidité ou qui savent poser leur voix. Quand je dis poser la voix, avoir une belle voix n'est pas une condition sine qua non pour faire des lectures scéniques, mais c'est plutôt... J'entendrais presque la voix de Léla Boutaleb, grande animatrice radio, qui me disait « Posez votre voix, monsieur Ameti, c'est comme ça que vous arriverez donc justement à accrocher l'auditeur. » Oui, mais poser la voix, c'est lorsque, dans le cadre de Demo, poser la voix, c'est pouvoir transmettre une certaine émotion, habiter son texte, le comprendre, inviter l'assistance à le partager avec nous parce que nous aimons l'assistance active. Hein. Je suis moi-même une lectrice active. Je rappelle, on peut parler d'Umberto Eco qui parlait du lecteur actif, les auteurs qui peuvent qui interpellent leur lectorat, qui les prennent par la main, qui les invitent à... Qui les conduisent vers un monde imaginaire extraordinaire. Parallèles, des mondes parallèles, des imaginaires créatifs, à faire connaissance avec des personnages. Et c'est un peu ça, ce que poser la voix, c'est un petit peu cela, mais aussi placer des souffles, placer des silences, chose que nous faisons tout au long de nos représentations. C'est pour ça que vous nous parlez de légèreté et de singularité. Légèreté, singularité, on dit aussi qu'on s'offre à vous artistiquement et on vous invite à partager avec nous nos coups de cœur des auteurs qui nous donnent envie de continuer. Même si parfois vous choisissez des espaces improbables, par exemple pendant le mois sacré du Ramadan passé où vous aviez donné donc justement une rencontre animée, une rencontre au niveau même de l'ancien parc de Galan, à savoir bien sûr le parc de la Liberté. Nous avons animé la première partie d'un concert d'un artiste musicien de jazz. C'est un petit peu cela, c'est accompagner d'autres auteurs, d'autres artistes, d'autres expressions artistiques. Je parlais de Pigments au Palais, de Pigments au musée. C'est aussi animer les premières parties, accompagner les auteurs lors de leur vernissage et rester ouvert à différentes expressions artistiques. Je salue les galeristes qui font appel à nous, qui nous font confiance, qui nous confient leurs espaces. Mohamed Al-Hassim, Artif Areti, donc encore une fois l'Arast dans les territoires occupés. Absolument, j'ai eu l'occasion hélas toute seule, hein, pas avec mes acolytes, mais j'ai eu l'occasion de déclamer de la poésie, de créer une poésie autour de la question sahraoui, de la déclamer, de réaliser une vidéo, de la projeter pendant la performance et la lecture poétique. C'est un petit peu cela, non pas être partout, mais être là où il se doit, donner envie aux gens de lire, à toutes ces personnes qui aiment la lecture, qui aiment les auteurs, qui aiment faire connaissance avec des auteurs, mais comment leur donner envie de lire? Eh bien, tout simplement, c'est poser la voix, choisir des extraits. Comment se fait justement le choix des ouvrages et des musiques, de certains textes et pas d'autres, des auteurs algériens ou des auteurs maghrébins ou étrangers? Alors on est très, très ouvert, très éclectique, on choisit... Ça se fait sur une base de coup de cœur, hein. C'est des préférences. On peut citer des auteurs algériens, des auteurs qui ont été consubstantiels à ce que nous sommes en tant qu'Algériens. Les pères fondateurs ou ces agitateurs qui sont politiquement incorrects? Parfois, des personnes qui ont des choses à dire, des personnes qui
bien après leur départ, restent vivantes. On peut citer Assia Djoubar, Mamri, Katab Yassine avec Mais là, vous nous parlez le des monstres légendaire, sacrés. Hein. Parlez-nous également de cette jeune génération oui, cette nouvelle génération qui est active et qui... Cette nouvelle génération que j'adore, hein, avec, à force de les lire, on est devenus amis. Les Adlan Mehdi, les chanteurs Adlan Mehdi, on peut citer Riyad Hadir, qui est juste extraordinaire avec son tout premier roman, qui ne cède pas le passage à l'ennui, qui nous invite à faire connaissance avec notre algérianité, à ce que nous sommes, pluriels, des Algériens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, mais aussi des personnes qui font partie du monde et qui ont comme une personne qui pourrait se trouver à Niamey ou à Sydney ou je ne sais quelle ville, qui a des personnes qui ont le droit d'espérer, le droit d'exiger certaines choses et surtout le droit de rêver, pour reprendre Rêve et réalité de Fawzia Hadjaoui. Vous avez marqué apparemment. Merci. Oui, je pense même à certains passages, certains extraits que vous nous avez proposés, Karim. Hein. Vous n'aimeriez pas intégrer la troupe, Karim? Allez-y, allez savoir. allez savoir. Donc c'est un peu cela, c'est un melting pot d'expression artistique, plusieurs auteurs algériens, étrangers, d'hier, d'aujourd'hui, mais aussi nos propres écrits, parce qu'on propose aussi... Est-ce que vous provoquez également des soirées où l'œuvre est décryptée, mais également critiquée, analysée? Pourquoi pas? Très prochainement, d'ailleurs, on pense à inclure une partie, la partie critique, la partie débat, la partie qui nous permettrait de mieux écouter, être à l'écoute de l'assistance, exactement. Essayer de faire appel à des auteurs qu'on pourrait lire, qu'on pourrait partager, et découvrir aussi les personnes qui viennent nous voir, parce que l'idée c'est aussi de rester dans cette ambiance, dans cette atmosphère intimiste, avec des... Même si vous parce que la lecture se fait toute seule, on est tout seul lorsqu'on lit, mais lire sur scène, c'est être tout seul, mais dans l'ensemble, tout en faisant partie de l'ensemble, être ensemble, lire, partager, être d'accord ou pas. L'idée n'est pas là, l'idée c'est plutôt partager un moment, donner à la lecture, donner aux mots, aux belles lettres, aux auteurs leur pesant d'or, parce qu'on ne parle pas assez de livres en Algérie. Quand bien même il y a des auteurs et des lecteurs, mais on n'en parle pas assez. Il n'y a pas assez d'espace où l'on peut partager des lectures, où l'on peut partager ce genre d'expressions. D'ailleurs, nous-mêmes, on peine à trouver des espaces. Heureusement qu'il y a des galeries, je le disais, des galeries, des personnes qui restent ouvertes à ce genre d'expression artistique. Je parlais tout à l'heure en off avec Karim, tout à l'heure, par rapport aux librairies qui organisent certes des séances dédicaces, mais qui à aucun moment proposent des lectures, des auteurs qui écrivent, qui sont très prolifiques, mais qui ne partagent pas, on n'entend pas la voix de nos auteurs, on aime les entendre. Il faut sortir un peu, démystifier un petit peu et aussi inviter les gens. Si j'intègre des mots, vous devez également intégrer le cercle, non pas des poètes disparus, mais de nos auteurs sur ce plateau tous les dimanches soirs. Ah. Voilà. À réfléchir. Hein. Écoutez, Hayat Rahmani, votre prochaine action aura lieu quand? La prochaine action aura lieu le 9 mars au centre diocésain, au Glycine, en marge d'une manifestation. Absolument, en marge d'une manifestation qui va réunir plusieurs auteurs, des écrivains, des cinéastes. On va discuter un petit peu, proposer des lectures. Et bien sûr, nos lectures, elles sont enrobées, pour reprendre le langage radiophonique. C'est des enrobés. Il y a de la musique, il y a une harmonie, parce que la musique, pourquoi intégrer la musique à nos lectures? Parce que tout simplement, on ne pouvait pas concevoir cette forme d'expression, ce partage, sans musique, sans note musicale, sans création sonore, sans bruitage, parce que le bruit nous passionne, le son nous passionne. C'est pas par hasard quand on travaille à la radio, on aime beaucoup notre métier, mais c'est aussi une passion. Mais pourquoi le son? Parce que le son a tout simplement une plasticité narrative, parce que la musique est un style rédactionnel, et c'est cette forme que nous proposons aux personnes qui aiment bien partager, qui aiment bien partager cette folie, une belle folie que nous avons avec mes acolytes. La folie créatrice. Exactement, exactement. Dimanche soir, et c'est ça réellement les mots, les pensées les plus intimes. On va dire bonsoir à Karim Ouali, donc journaliste, auteur. Parlez-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie d'intégrer, d'élargir le cercle de démo? Ce sont les mots d'abord. Reste la beauté, la voix, le sourire. Ce sont les mots d'abord.
Bon, Vous êtes-elle Rahmani, brillée d'esprit on est d'abord, donc on est collègues, on est amis, et on a cette passion commune. Voilà, La donc, passion des mots et de bonne feuille. La passion des mots. Moi, j'ai toujours aimé les mots, j'ai toujours aimé provoquer les mots. À ne pas confondre avec le démos Kratos pour reprendre Hadjaoui. C'est uniquement des mots. Donc j'ai toujours voulu mettre aussi les mots à nu, par exemple. Et donc les mots, pour moi les mots, par contre avec le temps j'ai appris que, ça n'engage que moi, hein, que en fait il ne faut pas être prisonnier des mots aussi. Il faut les libérer. Voilà, il faut les libérer et se libérer aussi. Ouais. L'écriture. Parce que quand on sait que la plupart des mots AUX ont comme origine des mots OTS, hein, la plupart des mots. Donc il faut essayer d'aller au-delà un peu au-delà des mots et ne pas en être esclave, quoi. C'est la raison pour laquelle, lors de l'organisation de ces soirées, donc, je le rappelle encore une fois, de la troupe ou du collectif des mots, ce sont vos textes que vous nous donnez à lire. Oui, ben, j'ai cette chance-là de lire mes textes. Bon, ce sont des textes, pour certains, qui sont assez récents, d'autres qui remontent à peut-être une dizaine d'années, mais qui restent d'actualité. Et je ne sais pas, mais j'aime bien écrire des textes qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. J'aime bien l'originalité, c'est-à-dire que si c'est pas original... Comment vous situez cette originalité, Kalim Wali? Ben, c'est un peu des textes à polémique aussi, hein, quelque part. Ouais. Donc, c'est pas polémiquer pour polémiquer. Pousse à la réflexion et au questionnement. À la réflexion sur pas mal de thèmes, de thématiques, que ce soit la littérature ou autre. C'est le côté journalistique qui ressurgit? Je pourrais pas vous le dire, je sais pas, peut-être. Parlez-moi de votre dernier texte, par exemple, lors de l'organisation de démos. Ça tournait autour de quoi? Alors là, je suis sur un texte, en fait, bon, comment dire, c'est un trip un peu. C'est un texte, j'ai essayé de rassembler des expressions algériennes, en arabe, qu'on utilise pratiquement tous les jours, et que j'ai traduit en français. Mais alors, concernant les traductions... Qui disent quoi en substance? Je ne sais pas, qui veut gagner l'année est longue, par exemple. Ouais. Qui veut gagner quoi? Que celui qui veut gagner l'année est longue. Ah, l'année est longue. Il faut avoir un référent algérien pour... Voilà. Il faut avoir, c'est-à-dire un référent culturel algérien pour comprendre. Ce sont des expressions, donc des fois, ce sont des traductions littérales. Et des fois, j'essaye de retranscrire le sens. Donc à travers vos écritures, vous invitez ceux qui sont sur place à dialoguer avec vous et à les pousser à d'autres réflexions, à d'autres questionnements, à d'autres... Oui, ça fait partie du jeu aussi, hein. Ouais. Mais et je me suis pris à ce jeu, justement, et avec ce texte que j'ai intitulé Ton œil, ta balance. Ouais. Donc c'est tout le texte qui va comme ça. Et si on n'est pas algérien ou maghrébin, on ne peut pas approcher vos univers. Exactement. Il faut avoir un minimum de référents culturels maghrébins, je dirais, comme vous l'avez dit. En fait, Ceci dit, Karim a eu l'art et la manière de raconter l'algérien dans un alphabet français, certes, mais c'est une traduction, parfois c'est une traduction interprétative. Si on le suit de bout en bout, on arrive à comprendre, parce qu'il raconte quand même, il y a une trame qui se déroule au fil de la lecture, au fil du texte. Il y a aussi l'accompagnement musical qui nous rappelle l'algérianité, peut-être l'aspect maghrébin ou l'aspect roots du texte, si on peut dire les choses ainsi. Et il le fait tellement bien, donc c'est le texte phare de démo qui fera d'ailleurs partie de l'album qui est en gestation. On prépare un album, on est sur la partie maquette. Il y a Lotfi. On va lui poser la question. Donc justement, parlez-moi de cette... D'abord, bonsoir à Lotfi Sid. Parlez-moi de cet élément déclencheur qui vous a fait rejoindre l'équipe du démo, qui est de plus en plus importante. Ben, sincèrement, il n'y a pas eu un élément déclencheur. Auparavant, je n'avais jamais pensé à ça. J'étais pratiquement comme tous les instrumentistes, entre guillemets, dans des groupes de musique pour faire de l'accompagnement ou bien de la composition donc, en solo. Bon, je suis passé par une période de flottement. Je faisais rien du tout donc, sur le plan musical.
Une fois, Hayat, donc ma collègue aussi à la chaîne 3, qui est venue vers moi. Tout tourne autour de la rédaction de la chaîne 3. Exactement. À surveiller de très près. Il passe bien des choses. Il n'y a pas que l'info à la chaîne 3. Donc La production, oui, je plaisante. Je vous taquine, vous l'aurez remarqué. Ah oui. Voilà, la création Voilà, avant donc toute chose. c'est parti comme ça, elle est venue vers moi, elle m'a dit voilà, je suis en train de penser à un projet, qu'est-ce que tu en penses et tout. Je me suis dit, moi, j'ai jamais pensé à ça, mais pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est un nouveau concept. On a déjà vu que il y a déjà eu des musiciens comment dirais-je, qui sont partie prenante, par exemple, dans des pièces théâtrales, c'est-à-dire concevoir une lecture avec un habillage musical, donc qui a pour objectif Mais vous êtes aussi dans l'obligation de ressentir le texte, l'histoire, connaître l'histoire, ça, d'ailleurs, pour donner naissance à une œuvre musicale qui pourrait justement intégrer, habiller et habiter justement ces lectures plurielles que propose l'ensemble du démo. Exactement, donc il faut comprendre le texte, pas pour le comprendre, mais l'approcher. C'est-à-dire, on s'introduit, moi personnellement en tant que musicien, je m'introduis profondément donc, à l'intérieur du texte pour comprendre l'ambiance et l'âme du texte. Pas forcément décortiquer le texte mot par mot pour essayer de connaître les tenants et les aboutissants, mais comprendre l'âme et l'esprit du texte, le contexte et ce qu'il dégage surtout comme émotion, parce que tout c'est-à-dire tourne autour des émotions. Et donc à chaque fois, c'est une nouvelle écriture musicale, oui. Une création, oui. À chaque lecture, à chaque ouvrage. Exactement. Quel est le dernier texte qui vous a le plus donné envie d'écrire une nouvelle musique? D'un auteur, d'un... Jean Sénac, citoyen de beauté, déclamé à chaque fois par Hayat Oui, Rahmani. qu'on revisite. Qui le disait souvent, cette terre écrasée de lumière. Un morceau qu'on propose qui s'intitule Des mots à Sénac, lui qui a fait 100 fois le tour de lui-même pour redevenir algérien. J'adore ce texte, un poème citoyen de beauté, l'un de ses plus beaux poèmes écrits à l'occasion de la visite de Che Guevara. Il était souvent en dialogue avec Jamal Amrani. Hein. Absolument, ouais. et qui bossait d'ailleurs à la radio. J'aime beaucoup ce texte et on a pensé à le retravailler, à lui donner non pas une âme, parce qu'il a une âme, ce texte, il a plus d'une âme, ce texte, c'est lui qui nous habite. Et on s'est dit, pourquoi ne pas inclure du chant, l'habiller avec une création sonore qui pourrait donner envie à l'assistance d'imaginer le vers qui va suivre. Et puis on le propose avec du chant, on le déclame façon slamée mais raconté. À ce moment-là, enfin, je peux parler de notre quatrième élément qui est notre muse, hein, Souila Ben Ali, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, qui est juste parfaitement original. Faut-il rappeler que c'est également une journaliste qui a démarré la grande aventure de la rédaction de Canal Algérie au début, en 2001, si mes souvenirs sont bons. Hein. Oui. En même temps que Hassan Meftahi, Ahmad Joboul et tant d'autres. Oui. Donc voilà, concernant Jacques Sénac, moi, par exemple, j'ai essayé comme a dit Hayat Rahmani, donc on n'a pas besoin de lui donner une autre âme, mais en lisant le texte, en l'écoutant surtout, parce que moi, en tant que musicien, je préfère écouter donc, des voix qui déclament le texte pour pouvoir m'en inspirer. Donc moi, j'ai essayé de faire sortir des couleurs. Et les couleurs de l'Algérie dont il parlait à l'époque, l'Algérie plurielle, l'Algérie riche, voilà, et ça a donné, voilà, forte et belle et résistante. Et donc j'ai essayé... Une écriture plus actuelle que jamais. Hein. J'invite ceux qui nous regardent à lire, ou du moins à relire, Jean Sénac, Jamal Amrani, Haj Ali et tant d'autres. Hein. Ouais. Alors, quel est le devenir, ou quels sont les devenirs de ces musiques? Vous les composez à chaque fois, vous êtes dans une forme de renouveau continu, et le devenir de ces textes, comment dire, oui, des textes musicaux, que vont-ils Sincèrement, pour le moment, je ne sais pas trop, parce que je suis dans l'accompagnement, dans la création sonore, donc pour les textes, parce que c'est différent, on n'est pas dans une démarche... Je parlais d'édition d'un album, par exemple. Je n'y pense pas vraiment, pas parce que composer pour un texte et composer en solo, ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas... C'est vrai que ça reste de la production donc artistique, mais
ce n'est pas la même démarche. Bon, pour le moment, je compose pour des textes et donc, je prends beaucoup de plaisir. Un plaisir qui fait qu'on assiste également à toutes vos représentations. Donc vous travaillez tous ensemble sur le choix des textes, sur le choix des musiques, sur la thématique d'une thématique choisie. On se retrouve pratiquement 2 fois par semaine. D'ailleurs, je profite pour saluer et remercier Camille Asla qui nous a ouvert l'espace de la Fondation Asla qui nous abrite, qui abrite nos séances de répétition. Donc on se retrouve à chaque fois. On partage nos lectures déjà et on ne pense pas tout de suite scène ou représentation ou événement précis parce qu'on prend du plaisir avant toute chose à faire ce que nous faisons. Qui subventionne toutes vos actions ? Alors, on se débrouille tout seul pour le moment. On a des amis qui nous soutiennent, hein, qui chacun apporte sa pierre à l'édifice. Sa pierre, exactement. Et il y a des mécènes, mais qui pour le moment ne peuvent qu'offrir l'espace de répétition. Il y a aussi des galeries, des personnes qui restent ouvertes à cette expression artistique, qui nous donnent l'occasion de nous produire, de rencontrer notre public qui nous suit à chaque fois. On commence par moments à retrouver les mêmes têtes, les mêmes personnes et ça nous fait vraiment plaisir hein, qu'ils sont toujours là, à nous suivre, à nous adresser des mots gentils, des mots de soutien ou rien qu'un sourire apaisé, rien que ça nous donne vraiment envie de continuer. Donc on se retrouve, on discute de nos coups de cœur, de nos lectures, on chante par moments entre nous pour agrémenter. Allez, un peu. Continuez, faites comme dirait l'autre. Je tenais réellement à... Kalim Méziani ? Oui. Ça me fait penser à Troubadour. C'est un groupe qui va dans village en village pour animer ce village, qui est perdu un peu par rapport à la société, tout ça. Et donc, ces personnes viennent, racontent des histoires, ramènent de la musique, ils font vivre le village et après le lendemain, ils s'en vont. On a toujours été dans ce nomadisme culturel tous les dimanches soirs du côté de Canal Algérie. Avant de finir l'émission de ce soir, on va certainement demander à notre ami Fouzi Hajaoui de nous lire juste quelque chose pour donner envie, donc justement, à ceux qui nous regardent d'approcher, de lire vos univers. Oui, bon, je vais vous lire directement de mon outil de travail parce que je... Votre portable. Le smartphone. J'écris directement sur mon portable. Pour nous dire et nous faire entendre quoi ? C'est un dialogue, rencontre furtive avec le temps. Et qui dit quoi en substance ? Vous allez le découvrir. Allez, je vous écoute, on est tout oui. Moi, bonjour monsieur. Lui, bonjour mon enfant. Toujours moi. Agréable journée, non? Bel homme. Navré de vous aborder de la sorte. Il me semble que vous ressemblez à quelqu'un. Lui, il me répond. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je n'ai pas l'habitude de parler à des étrangers. Mais si vous dites que mon visage vous est familier, alors à la bonne heure, je vous en suis reconnaissant d'être aussi galant. Moi, bien évidemment, c'est la moindre des choses quand on croise des gens de votre talent et qui ont de plus un aussi cordial tempérament. Lui, il me répond, c'est-à-dire que je suis né ici. J'ai été obligé de partir sur d'autres cieux bien cléments, afin de changer d'air, il y a fort longtemps. Moi, pardonnez mon incivisme, monsieur, je ne me suis même pas présenté, je m'appelle Fauzi. Là, c'est moi. Et voilà. Et vous écrivez, je ne pouvais pas finir l'émission sans lire juste un petit passage de votre ouvrage Rêve et réalité. Vous écrivez insomnie meurtrière. Enfin, ceux qui nous suivent, c'est souvent des insomniaques au passage. Tout le monde a des voilà. insomnies. Vous dites, je pense à rien. Imagination hallucinatoire, vide absolu, monde inerte, idées farfelues, gens hypocrites, nullité de l'âme et de l'esprit, vie impitoyable, complexe sans frontières, stress au quotidien, esprit envolé, rêve sans équivoque, personnage original, structure déchiquetée, dérangement mental, impuissance humaine, insouciance contagieuse, honneur piétiné. Vous écrivez un peu plus loin, insolence dominatrice, plaisir démesuré, bonheur corrompu, savoir opprimé, conscience incrédule,
justice insoutenable, injustice, vous riez, chimérique, propagande hiérarchisée, concept désintégré, cigarettes consommées, balivernes, rien que des balivernes, le chaos règne en maître absolu dans ma tête et sur le monde, la fumée se dissipe avec mes idées et mes paupières deviennent lourdes, lourdes du poids de cette nuit si longue. Et c'est ainsi que nous allons nous quitter. Pour la rencontre ce soir, nous recevions donc Sofiane Hadjaoui, Rêve et réalité. Son livre est aux éditions Dar El Adib et c'est en vente libre chez les bons libraires. Merci d'avoir posé vos univers sur ce plateau. Notre ami Fawzi Hadjaoui, puis à très bientôt, je l'espère. Un grand merci également à Karim Meziani, je le rappelle, du 23 février au 6 avril prochain, vous êtes au MAMO. C'est à Oran donc. Un grand merci également à vous, Hayat Rahmani. Merci à vous. Revenez-nous vite, puis proposez-nous des soirées, des thématiques. Nous serions très heureux de venir vous donner de la visibilité. Parce que voyager, c'est exister. Ne pas lire, c'est passer son existence sans l'avoir vécu. C'est ce que disait un de mes auteurs préférés, Luis Sepúlveda. Et donc on invite le large public, le maximum de public. Venez tout seul, accompagné, entre amis, ou tout simplement avec votre folie, avec les palpitations, les battements de vos cœurs. Venez. La folie créatrice qui nous habite encore et pendant... À des mots. Pour longtemps, j'espère. Un grand merci également à vous, Karim Wali. J'espère vous recevoir sur ce même plateau, mais en tant qu'auteur. Oui. Voilà, on va dire à bon entendeur. Mais également un grand merci à Lotfi Sid. Merci, Karim. Mais cette fois-ci, j'espère vous recevoir en tant que compositeur avec un album. Bah oui. Voilà, d'où ça a été la nuit sur ce plateau, comme chaque dimanche soir, où nous vous invitons justement sur cette même plateforme à écouter, à scruter de nouveaux horizons, parfois sereins et parfois si tourmentés. Gardons le contact bien sûr sur notre adresse et sur la page Facebook de Canal Algérie. Alors si vous avez manqué cette émission et si nous vous manquons, eh bien sachez qu'elle sera rediffusée le vendredi matin autour de 10h55. Que pourrais-je vous dire? Bonne et douce nuit et à la semaine prochaine pour vivre ensemble de nouvelles aventures culturelles. Merci madame, merci messieurs, merci à vous, à la semaine prochaine.